Bonjour à tous. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième mardi pour la planète. Nous sommes mardi 8 décembre et vous êtes en direct pour ce mardi pour la planète dédié à la biodiversité, organisé par 1% for the Planet. Je suis Isabelle Susini, la directrice du 1% pour la planète France. Et nous avons en ligne un certain nombre d'entre vous, membres 1%, entreprises intéressées pour le devenir ou simplement mécènes et individus qui sont intéressés par ce sujet clé qu'est la biodiversité et son importance au-delà d'un contexte de pandémie. Nous avons aujourd'hui 6 associations qui ont été présélectionnées par notre équipe et un groupe de mécènes 1%. Et ces 6 associations, le principe, c'est qu'elles vont pitcher devant vous, chacune sur une durée de 8 minutes. Et vous aurez également 2 minutes chaque association aura 2 minutes pour répondre à vos questions. Je vous remercie en tout cas d'être là. C'est pas forcément facile d'être sur des webinaires ou des événements comme ça en ligne sur lesquels on ne se voit pas. On a plutôt l'habitude de faire des événements en chair et en os au 1% pour la planète et on les reprendra dès que possible. Le dernier en date, pour ceux qui étaient avec nous, c'était les rencontres associations et philanthropes et qui se sont passées début octobre. Et là, c'est la version, on va dire, en ligne de ces rencontres avec une nouvelle série d'associations qui ont été présélectionnées. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous avons dans les personnes présentes, j'ai une partie de l'équipe qui est là, c'est Sonia, Fanny et Chloé qui peuvent répondre éventuellement à vos questions, notamment techniques. Et puis, je vais laisser la parole à ces 6 associations. On va les prendre les unes derrière les autres, notamment sur donc ce sujet, juste pour faire une petite introduction. Les 6 associations qui vont pitcher devant vous sont des associations qui, évidemment, s'intéressent à la biodiversité, comme beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre les associations sur ce sujet. C'est évidemment une thématique qui est adressée par les associations depuis très longtemps. Le signal d'alerte est tiré depuis plus de 40 ans par les associations pour mettre en avant le fait que déforestation, bouleversement des écosystèmes peuvent avoir des effets néfastes sur, outre la nature, l'environnement, mais notre santé. Donc c'est pas nouveau, ça a été redit et re-redit par même l'OMS il y a 2 ans en parlant d'une maladie X. Et la maladie X, a priori, on sait ce que c'est maintenant. Et donc il était temps de se préoccuper de la biodiversité. Et heureusement que vous êtes un certain nombre à le faire. Je voulais aussi, juste avant encore de laisser la parole aux associations, vous demander évidemment toute la bienveillance qui vous caractérise. C'est un mode opératoire qui n'est pas évident de pitcher en ligne, surtout sans voir donc les personnes qui sont en face. Et puis il peut y avoir des problèmes techniques. J'en ai fait les frais au début de cette présentation. Il peut y avoir des bandes passantes qui fonctionnent pas et des mises en route un petit peu longues. Donc entre les associations et entre les prises de parole, il risque d'y avoir un petit temps. Donc, restez avec nous, c'est juste que ça mouline et que les personnes lancent leur présentation et ça prend quelques secondes. Donc, merci pour votre patience et pour votre bienveillance. Je voudrais donc laisser la parole à l'association Coral Guardian. Je demande à Ruxandra Toderask de monter sur scène. Ruxandra est chargée de projet pour Coral Guardian, qui est une association fondée en 2012 et qui travaille sur la protection des écosystèmes coralliens, notamment en impliquant les associations locales. Ruxandra, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être là et je vous laisse 8 minutes pour présenter votre projet et vous présenter bien évidemment. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Le partage fonctionne? Oui. Le partage fonctionne très bien. Ok, super. Alors, merci beaucoup déjà. Merci à tous d'être là. Merci à 1% pour la planète de nous permettre de vous parler de notre projet. Je suis Audrey, je suis responsable partenariat et développement de Coral Guardian. Et je suis Ruxandra et je suis en charge des projets terrain. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre programme de conservation marine en Méditerranée, SOS Corals, qu'on a lancé cette année.
Alors, pour commencer, Coral Guardian est une association française depuis 2012 et qui œuvre à la protection et à la restauration des récifs coralliens. Pour ce faire, nos actions, elles se divisent en 3 axes. Le premier, c'est la... On a un petit souci avec le PowerPoint. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'on se reconnecte tout de suite? Je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, je suis vraiment désolée pour ça, mais on a un petit souci avec le PowerPoint. Alors, pas de problème. Prenez le temps de vous reconnecter. On vous attend. Alors, c'est des choses qui arrivent, bien entendu. On est tous... on est toujours trahis par la technique. Peut-être que je peux juste profiter de ce petit intermède pour vous faire la promotion de différents livres qui ont été publiés par nos associations, membres 1% et associations qui ont pitché plus ou moins récemment. Le premier, édité par Sol, Sol qui a pitché la semaine dernière au Mardi pour la planète, Toutes paysannes, tous paysans. Une bande dessinée pour expliquer ce qu'est l'agroécologie, l'agroforesterie, que ce soit en France, au Sénégal ou en Inde. Je vous recommande vraiment, c'est excellent. Et voilà, Alexandra et Coral Guardian qui reprennent la main, j'espère. Bienvenue, de retour. Oui, pardon, excusez-nous pour ça. Alors, pas de problème. Juste faites un petit peu attention au bruit que le clavier peut faire quand vous manipulez, parce qu'on l'entend en bruit de fond. Pas de souci. Je vous laisse prendre la main avec votre présentation. Parfait. OK, c'est bon pour nous. Donc, comme je disais, nos actions elles se divisent en 3 axes. Le premier axe, c'est la conservation marine participative. Le deuxième axe, la sensibilisation. Et le troisième, les sciences. Notre équipe en France, elle est composée de 4 personnes salariées à temps plein et une dizaine de bénévoles qui nous aident de façon ponctuelle sur des projets. Notre projet pilote se situe en Indonésie et existe depuis 2015. Alors, il est sur l'île d'Atamin, dans la région de Flores, qui fait partie du triangle de corail. Alors, pourquoi le triangle de corail? C'est parce que c'est la zone au monde qui abrite la plus grande biodiversité marine. Et c'est aussi une zone qui a été grandement endommagée par des techniques de pêche destructrices, notamment comme la pêche à la dynamite. Donc là, vous voyez notre équipe locale en Indonésie qui est engagée à temps plein. Et grâce à elle, on a pu transplanter 38 000 coraux. Et on observe aujourd'hui un retour de 30,2 fois plus de biodiversité sur les zones qui ont été restaurées en comparaison des zones témoins. Aujourd'hui, cette aire marine, c'est une aire marine protégée et elle représente 1,2 hectares. Et au vu des résultats positifs, que ce soit sociaux ou environnementaux de ce projet, on a eu envie de le répliquer. Donc pour ce faire, on a créé notre centre de formation qui s'appelle le Blue Center, notre programme de formation, et qui va permettre à toute entité locale de développer son propre programme de conservation corallienne. Pour ce faire, elle va répondre à un appel à projet qui est permanent sur notre site et qu'on étudiera et ensuite on définira si on décide de les accompagner d'une manière ponctuelle ou sur le long terme. Et grâce à ce programme de conservation marine, donc le Blue Center, Coral Guardian a décidé de collaborer avec Equilibrio Marino, qui est une association espagnole de conservation marine, afin de développer un projet dans la région de Punta de la Mona en Espagne. Dans cette région, un constat général a été effectué, c'est que les fonds marins sont endommagés, notamment par différentes pollutions et les débris de pêche qui vont affecter les écosystèmes marins, notamment les coraux. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, ces coraux vont être ensevelis sous des débris de pêche qui vont en fait empêcher le développement de ces écosystèmes. Pour pallier à ce problème, Equilibrio Marino et Coral Guardian ont décidé de créer le projet SOS Corals. Alors, ce projet va avoir une dimension écologique, mais également une dimension sociale et aura pour but de régénérer la biodiversité de la zone de Punta de la Mona. Ce projet va être dirigé localement par Marina, que vous voyez à droite, qui va être notre chargée de projet local et qui va permettre de faire le lien entre les activités de terrain en Espagne et l'équipe Coral Guardian France. Elle va être accompagnée actuellement de nombreux bénévoles qui vont lui permettre d'effectuer des actions un peu plus larges. Afin de régénérer la biodiversité locale, on va effectuer différents types d'actions, comme par exemple le nettoyage des fonds marins ou la restauration des fonds coralliens. La restauration va se baser sur une technique scientifique qui est appelée la fragmentation corallienne et qui va nous permettre de stabiliser les coraux endommagés afin de
pouvoir les réimplanter dans le milieu naturel et ainsi rééquilibrer tout l'écosystème méditerranéen. Ces actions vont être menées main dans la main avec les populations locales parce que chez Coral Guardian, on pense sincèrement que l'implication des populations locales est un facteur clé de réussite dans les programmes de conservation. Ils vont être impliqués selon différentes manières, que ce soit au niveau des actions comme par exemple le nettoyage des fonds marins ou la transplantation corallienne, mais également à travers des échanges de sensibilisation, notamment des pêcheurs, sur l'importance des fonds coralliens et de tout l'écosystème dont ils dépendent. Pour ce projet, dans les perspectives de 2021, on va avoir différents objectifs, notamment la restauration du milieu naturel qui va se faire grâce aux nurseries qu'on va transplanter cette année, donc en 2020. On va également installer de nouvelles nurseries pour agrandir la zone et donc du coup permettre une plus large action. On va sensibiliser les communautés locales pour éliminer les stress que ces écosystèmes subissent et également effectuer un suivi scientifique, que ce soit des nurseries ou des coraux réintégrés en milieu naturel. Ce suivi scientifique, c'est très important parce que ça va nous permettre non seulement d'améliorer de façon constante nos techniques de restauration, mais également d'avoir des données concrètes pour sensibiliser les communautés locales. Pour réaliser ces objectifs, nous avons un budget total pour l'année prochaine de 125 000 €. Grâce aux différentes valorisations qu'on va avoir dans la région, que ce soit via des mécènes internationaux ou locaux, le budget total à compléter pour l'année 2021 va être de 72 000 €. Pour les Mardis pour la planète, nous avons décidé de se focaliser sur l'implantation de nurseries coralliennes et également leur suivi scientifique, ce qui représente un total de 15 000 €. Ces actions concrètes de terrain vont nous servir de levier pour pouvoir sensibiliser les populations locales et donc du coup supprimer les stress anthropiques de la région et ainsi pouvoir régénérer la biodiversité locale. Dans les prochaines étapes du projet, donc comme je vous disais, les premières nurseries vont être transplantées en 2020, donc ça va être fait au cours de ce mois-ci. Ensuite, on va effectuer un suivi scientifique qui va nous permettre d'effectuer un début de restauration du milieu naturel à partir de février 2021. Et ainsi, suite à son suivi scientifique, on va pouvoir sensibiliser les populations locales et avoir des premiers résultats d'analyse qu'on espère obtenir pour juin 2021 et ainsi installer des nouvelles nurseries, ce qui va nous permettre d'agrandir notre zone d'action. Dans les chiffres clés de ce projet, donc comme je vous disais, 4 nurseries coralliennes vont être installées en 2020, ce qui va représenter plus de 400 coraux transplantés. Et l'objectif global de ce projet, c'est vraiment de restaurer toute la zone de Punta de la Mona. Et cette zone-là représente 14 733 mètres carrés. Donc, c'est un objectif très ambitieux, mais qu'on espère vraiment réaliser dans les 3 prochaines années. Donc, pour conclure, le projet SOS Coral a pour thématique les fonds coralliens. Sa localisation géographique, ça va être vraiment l'Espagne, mais notre but, c'est vraiment de créer un centre de formation pour tout projet corallien en Méditerranée et donc, du coup, essayer d'avoir un impact sur toute cette zone-là. Les cibles, ça va être les communautés et la biodiversité locale, car comme je vous le disais, chez Coral Guardian, on estime que ces 2 thématiques doivent être traitées en parallèle afin qu'on puisse avoir vraiment un projet qui dure sur la longueur et que, donc, du coup, qui soit pérenne. Les différentes mesures de résultats vont être effectuées de façon mensuelle et on espère pouvoir avoir des résultats à communiquer en juin 2021. Le budget annuel de l'association Coral Guardian en 2020 est de 300 000 € et le budget total du projet SOS Coral en 2021 est estimé à 125 000 €. Grâce au financement des différents partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux, le montant qui reste à financer sur ce projet va être de 72 000 € pour l'année à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. On va passer aux questions, s'il y en a. On les attend dans le cadre du chat. Si vous voulez peut-être couper le son un instant, parce qu'il y a une sorte de bruit de fond. Voilà, parfait, merci. Et alors, je regarde s'il y a des questions sur le côté. Vous devez avoir aussi cette vue sur les questions. Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a plusieurs choses. Moi, j'avais une petite question, c'est savoir combien, je pense que vous l'avez peut-être dit au début, combien il y a de salariés dans l'association.
Et puis, ce que vous appelez valorisation dans le budget, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous appelez valorisation? Est-ce que c'est la valorisation du temps des bénévoles? Alors, on a une équipe de 4 salariés en France et d'une dizaine de bénévoles. Et après, on a une équipe locale en Indonésie qui est composée de 8 personnes salariées. D'accord, ok, 8 personnes. On ne vous entend pas très bien, donc… Et pour la valorisation dans le budget, en fait, ce qu'on appelle valorisation, ça va être tous les financements qu'on a déjà reçus pour l'année à venir. D'accord, donc ce sont des financements déjà acquis. Est-ce que vous pouvez éventuellement donner une petite liste de vos financeurs? Est-ce que c'est des institutionnels, des entreprises, des individus? Ça va être des entreprises et ça va être pour la plupart des entreprises espagnoles. Donc, ça va être vraiment du local pour l'instant. Et on va avoir quelques entreprises françaises également qui se sont investies pour ce projet-là spécifiquement. D'accord, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'autre présentation. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présentation. Et puis, restez avec nous si jamais il y avait d'autres questions en fin d'événement. Merci beaucoup. Et je vais appeler du coup… Merci. Pour prendre la suite, je vais appeler Arnaud Lefebvre, qui est responsable développement et partenariat chez Envolvert. Si Arnaud veut bien monter sur scène. Bonjour, vous m'entendez? Merci beaucoup. Oui, on vous entend. Parfait. Merci beaucoup Arnaud. Je vous laisse la main pour partager votre présentation et votre projet. Oui. Et on met ensemble le chrono. À tout de suite. À tout de suite, merci. Donc bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arnaud Lefebvre. Je suis responsable développement et partenariat au sein de l'ONG Envolvert, qui a donc pour vocation à préserver les forêts en Amérique du Sud et en France, tout en sensibilisant les citoyens à la déforestation. Donc nous sommes une ONG qui va bientôt fêter ses 10 ans et on fonctionne principalement grâce à l'engagement bénévole. On a atteint 460 000 € aujourd'hui de budget en 2020, ce qui nous permet de développer davantage de projets. Donc on en a aujourd'hui 10 comptabilisés, qui sont répartis sur 3 pays d'intervention, la Colombie, le Pérou et la France. Notre raison d'être, c'est de lutter contre la déforestation en promouvant différentes pratiques, notamment que ce soit l'agroécologie, l'agroforesterie, les activités de reforestation, mais aussi de valoriser le développement d'alternatives économiques à la déforestation, puisque pour lutter contre la précarité des communautés, puisque c'est aussi l'un des facteurs de déforestation dans les pays du Sud. Et nous sensibilisons les communautés sur le terrain, mais aussi les citoyens dans les pays du Nord, parce que nous, en tant que concitoyens, nous avons aussi notre rôle à jouer via surtout nos modes de consommation qui ont un impact sur les forêts du monde. Et donc, c'est tout l'enjeu de notre projet aujourd'hui que je vous propose, c'est donc de lutter contre la déforestation importée par nos choix de consommation alimentaire. Donc, qu'est-ce que la déforestation importée? En gros, c'est une déforestation qui a principalement lieu dans les zones tropicales qui est l'habitat de référence et qui détient une grande richesse en biodiversité terrestre au niveau du globe. Et en fait, cette déforestation est principalement causée par l'agriculture commerciale d'exportation vers les pays du Nord et dont l'Europe est la principale importatrice aujourd'hui. Et malheureusement, à l'heure actuelle, aucun outil efficace ne permet d'améliorer la transparence sur les produits qui ont un fort impact sur les forêts, et donc ce qui nous permet en fait de ne pas pouvoir lutter efficacement contre la déforestation. Donc notre projet, il a un objectif en fait, c'est de rendre l'information disponible. Dans un premier temps, afin d'informer le consommateur sur l'impact de ses choix de consommation, et donc bien évidemment de lui proposer différentes alternatives, et les entreprises aussi du secteur pour réduire leur impact de leurs produits et améliorer leurs pratiques, que ce soit par exemple par un simple levier concurrentiel, par le choix qui sera plus avisé des consommateurs, mais aussi parce que certaines entreprises n'ont pas forcément la capacité d'aller analyser l'ensemble de leur chaîne de valeur, parce que voilà, leur supply chain est de plus en plus complexe, il y a davantage d'intermédiaires, ce qui rend la chose plus ardue. Et donc, comment on va faire ça? Par la diffusion de notre indicateur empreinte forêt via 3 outils de sensibilisation à développer. Donc qu'est-ce que notre indicateur empreinte forêt? Tout d'abord, c'est la mesure de la surface en mètres carrés de forêt détruite pour pouvoir consommer
un bien alimentaire à destination d'un Français. Donc, le premier outil qu'on souhaiterait développer, qui existe déjà depuis 2013, qui est notre quiz en ligne Calculer votre empreinte forêt. Et en fait, on aimerait surtout cette année l'optimiser pour donc optimiser et actualiser la méthodologie de calcul en intégrant bien évidemment aussi de nouveaux critères, que ce soit les labels bio ou de commerce équitable, qui peuvent derrière pondérer les résultats. Un deuxième outil, ce serait d'intégrer l'empreinte forêt sur la moitié des produits référencés dans la base de données d'Open Food Facts. Donc, qu'est-ce qu'Open Food Facts? En fait, c'est une association qui détient la plus grande base de données alimentaires en open source et avec un pool d'utilisateurs de plus d'1 million de personnes et qui, via ces deux outils en ligne, que ce soit la plateforme web et surtout leur application mobile, permet aux consommateurs d'aller scanner, lorsqu'ils font leur achat, le code-barre d'un produit pour avoir différentes informations sur la santé, sur l'environnement, comme le Nutri-Score ou les émissions de CO2 pour le changement climatique, et maintenant, dorénavant, l'empreinte forêt pour évaluer son impact sur les forêts. Et le troisième outil qu'on est en train de finaliser en 2020 et qu'on aimerait déployer pour 2021, qui est notre stand Super Bosquet, qui veut dire en français Super Forêt, pour divers événements extérieurs. Donc en fait, ce stand, qu'est-ce que c'est? Ce sera une réplique de magasin qui permettra aux visiteurs de s'entraîner à reconnaître les aliments les plus vertueux pour les forêts en utilisant l'application Open Food Facts et en découvrant donc notre indicateur empreinte forêt. Donc en gros, il y aura un premier espace où les gens seront livrés à eux-mêmes pour tester l'outil et faire leurs courses. Et dans un deuxième espace qu'on appellerait l'espace des solutions, pouvoir donc faire le bilan avec eux sur leur empreinte forêt et leur proposer différentes alternatives. Le budget de notre projet aujourd'hui s'élève à 65 640 € au total. On a acquis à l'heure d'aujourd'hui 13 000 € et donc nous sommes à la recherche de 52 640 €. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de vous mobiliser sur ce beau projet. L'agenda du projet, donc ça va se dérouler sur 2021 et on va continuer déjà à nos activités d'intégration de l'empreinte forêt, puisqu'on a déjà initié en 2021, on a déjà intégré l'ensemble de la catégorie volaille sur la base de données. Et les activités d'optimisation du quiz et du déploiement du stand se feront au fur et à mesure de l'année 2021. L'objectif final, ce serait d'intégrer l'ensemble de la base de données France au cours des 2 prochaines années, 2021-2022, en fonction bien sûr des cofinancements obtenus. Quelques résultats, quelques indicateurs de résultats. Donc 465 000 produits seraient référencés et auraient intégré notre indicateur empreinte forêt. 1 million de consommateurs seraient donc sensibilisés soit par notre nouveau quiz en ligne, mais aussi par l'application Open Food Facts. Participation à 3 événements minimum, comme je vous l'ai dit, où on espère sensibiliser 6 000 personnes grâce à notre animation Le Super Bosquet. 10 acteurs de l'agroalimentaire auraient amélioré leur empreinte forêt grâce aux informations de nos différents outils qui leur permettraient derrière de pouvoir travailler sur leur certification, les réductions des usages, des méthodes de recyclage, etc. Et une surface de forêt serait économisée, serait calculée par rapport, via ces changements de pratiques, des entreprises, mais aussi des consommateurs. Et tout cela serait référencé dans un rapport qu'on appellerait l'empreinte forêt des Français 2021, qui serait publié au premier trimestre 2022. Donc, pour conclure, en gros, notre projet Empreinte Forêt France, les cibles, ce sont surtout, premièrement, les citoyens qui pourront acheter en toute connaissance de cause, les entreprises du secteur alimentaire qui, via l'information mise à disposition, pourront plus facilement mettre en place des stratégies zéro déforestation, et bien évidemment aussi de nombreux bénéficiaires indirects qui seront impactés par les changements de pratiques du secteur. Et moi, je pense surtout, bien sûr, aux communautés qui vivent dans les forêts tropicales aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous disais, donc premier trimestre 2022 pour les premiers résultats. Donc notre budget, comme je vous l'ai dit en début de présentation, 460 000 €, avec un budget total du projet qui s'élève à 65 640 €. Et donc on a déjà quelques partenaires qui sont engagés, où on est en cours de signature avec Fondation Equibio et Lima Création. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment. Est-ce que nous avons des questions qui apparaissent dans le chat ou dans l'onglet questions pour séparer éventuellement
si quelqu'un veut bien, si quelqu'un souhaite poser une question à Arnaud, pour le moment, c'est des questions encore qui courent sur la présentation précédente. Donc, vous avez une question de Guillaume Jourdon. L'application est-elle déjà développée? Alors, donc l'application Open Food Facts, elle existe déjà. Et on a déjà intégré toute la partie volaille, c'est-à-dire sur tous les produits catégorie volaille, vous pouvez trouver aujourd'hui l'indicateur empreinte forêt. Voilà, vous avez les remerciements de Guillaume. Est-ce que vous voulez profiter de, tant qu'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des points que vous n'auriez pas abordés? Alors, j'ai Jean-Baptiste Dumont. Êtes-vous en liaison avec d'autres mouvements forêt, type Canopée, Oui, par exemple? bien évidemment, mais pour d'autres projets, effectivement. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et en attendant, Arnaud, s'il y a des points que vous voulez compléter ou que vous n'auriez pas eu le temps de préciser. Non, il me semble avoir tout dit. Après, votre équipe est basée ouais, alors donc notre équipe, elle est très disparate. On a une équipe qui, donc, en fonction de nos pays d'intervention, on a une partie de nos équipes qui sont en Colombie, au Pérou et en France. Aujourd'hui, on est 11 contractuels, CDD, CDI confondus, contrats locaux. Et puis, comme je vous disais, on fonctionne principalement avec un gros cœur de bénévoles. Hein. C'est vraiment l'engagement bénévole qui fait fonctionner notre association. Hein. On a quand même plus de 114 bénévoles. Et quand je parle de bénévoles, c'est bénévoles, VSC et VSI. Ok, parfait. Merci beaucoup Arnaud. On va du coup s'arrêter là pour ce projet. Merci. Hein. Et demander à Ishpingo, à Félix Nieto et Flore Moser, qui sont en principe en direct d'Équateur. Flore Moser est la fondatrice d'Ishpingo et Félix est coordinateur du projet. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. C'est bien, ça nous dépayse. On voyage beaucoup avec toutes ces associations. Je vous laisse la parole. Vous avez 8 minutes pour présenter votre projet. Bien. Ça va être à vous. Vous allez du coup pouvoir partager votre écran pour nous parler de ce que vous faites pour la préservation de la forêt amazonienne avec l'implication des populations locales. Je vous laisse prendre la main. Très bien. D'abord, j'espère que vous nous entendez bien, puisque nous sommes effectivement en Amazonie. Et nous allons donc pouvoir commencer notre présentation. Donc, nous sommes l'association Ishpingo, aujourd'hui pour représenter donc Flore Moser. Bonjour à tous. Cofondatrice du projet il y a maintenant 15 ans et chef de projet en Équateur. Et moi-même, Félix Nieto, coordinateur de projet en Équateur, également chez Ishpingo. Donc rapidement, Ishpingo, c'est une association qui a un projet de reforestation participative en Amazonie équatorienne, donc en coopération avec les populations locales, afin d'améliorer leurs conditions de vie via l'agroforesterie et le commerce équitable. Rapidement et en quelques chiffres, si mon PowerPoint veut bien défiler. Ça coincé. On dirait. Bon. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le partage un instant et relancer. Hein. Et voilà. C'est parti. Alors, rapidement, comme je disais, en quelques chiffres, Ishpingo, ce sont plus de 400 000 arbres plantés depuis 15 ans, 700 familles impliquées, pour un total de 1000 hectares reboisés et un équivalent de 40 000 tonnes de CO2 stockées. Mais malheureusement, et nous continuons notre lutte, car la déforestation continue dans le Napo, en Équateur. Il faut savoir que c'est une déforestation un peu spéciale puisqu'elle se différencie des déforestations massives qu'on peut observer notamment au Brésil, dues à la culture sur brûlis ou en Indonésie, pardon. Ici, les populations locales vivent traditionnellement de l'exploitation forestière. Quand elles doivent faire face à une importante dépense, par exemple, elles vont couper un arbre en forêt à la période de la rentrée. C'est par exemple une période sur laquelle on voit une augmentation de la déforestation, parce que les familles ont besoin d'argent, pardon. Et la forêt joue un peu ce système d'épargne. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation de la population, que ce soit dû à la transition démographique, à la colonisation, le progrès technique ou même l'avancée constante du front pionnier dû à l'exploitation minière et pétrolière, on voit une pression de plus en plus grande exercée sur la ressource qui empêche la régénération naturelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit s'appliquer ce qu'on appelle la déforestation sélective.
Donc, dans un premier temps, les arbres à la plus grande valeur commerciale sont coupés. À partir de ce moment-là, la forêt se dégrade de petit à petit, elle perd sa valeur économique et c'est à ce moment-là qu'elle est définitivement rasée, souvent malheureusement pour laisser place à des monocultures de rente et l'utilisation de produits chimiques. On voit par exemple ici 1 hectare de maïs en plus en pleine forêt, c'est aussi vrai pour le cacao. Donc voilà, exposant de plus les producteurs à la variation sur les marchés internationaux. Donc, c'est dans ce cadre que nous intervenons sur 3 axes principaux. Le premier, donc, c'est l'instauration de systèmes agroforestiers au sein des terres agricoles dégradées pour les revaloriser. Donc, un système agroforestier va comprendre des espèces de bois d'œuvre locales ainsi que des espèces de fruitiers, donc dans le but d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, également de la diversité de leurs revenus, et tout en maintenant le couvert végétal et en évitant de passer sur des monocultures qui sont prédatrices pour notre environnement et la biodiversité. Dans un second temps, on les accompagne également au niveau du développement des débouchés commerciaux, de la valorisation des produits, car on pense que c'est un aspect primordial pour que notre modèle soit périn. Donc, nous les accompagnons que ce soit dans la constitution d'associations de producteurs, l'obtention de la certification biologique. Également, on leur achète une partie de leur production que l'on va ensuite transformer pour augmenter la valeur ajoutée de ces produits, toujours dans l'optique d'octroyer une meilleure rémunération à nos familles. Enfin, nous agissons sur la sensibilisation des populations, que ce soit des adultes, car nous sommes un projet réellement participatif dans lequel nous formons nos bénéficiaires à la reproduction de nos méthodes et à la sensibilisation vis-à-vis des enjeux environnementaux tout au long du projet, et également au niveau des enfants, puisque nous organisons également des cours d'éducation environnementale, afin que ce soit eux qui demain continuent ce que nous mettons tant de cœur à faire aujourd'hui. Donc rapidement, le déroulé du projet sur 1 an, c'est un projet reproductible. Donc généralement en janvier, nous identifions nos nouveaux groupes de bénéficiaires, nous prenons contact avec eux, nous établissons un diagnostic socio-environnemental pour répondre au mieux à leurs besoins à travers du plan de reforestation. Dans un second temps, c'est la période où nous allons récupérer des graines, soit en les achetant, soit en les récupérant directement au sein des forêts en compagnie du ministère équatorien de l'Environnement. Ces graines vont ensuite grandir en pépinière, toujours en compagnie des bénéficiaires, afin qu'ils puissent prendre connaissance des méthodes et les reproduire ensuite par la suite. Une fois que les plants sont prêts, nous les distribuons et nous accompagnons nos bénéficiaires lors de la plantation et du suivi, toujours pour les conseiller sur les bonnes pratiques à adopter. Je vais du coup maintenant laisser la parole à Flore pour la présentation de notre budget. Donc, le budget global pour l'année 2021, pour le projet de reforestation est estimé à 54 000 €. Nous estimons qu'avec cette quantité d'argent, nous pourrons replanter environ 30 000 arbres. Donc, avec ces 50 000 €, nous pourrons agir sur 3 points, que ce soit la production des arbres, la plantation, le suivi et la formation des populations. Donc, la première action présentée, excusez-moi, le camion passe, le camion du gaz, merci, excusez-moi. Donc, la première action que nous proposons, c'est la production des arbres, c'est le poste budgétaire le plus important. Ce poste budgétaire donc, est assez vaste puisqu'il va depuis l'identification des bénéficiaires jusqu'à la construction des matériaux pour les pépinières, même si nous utilisons la plupart du temps des matériaux de la zone que nous trouvons sur place. Ceci concerne également l'achat de graines, qui est un fort budget pour l'association, puisque nous essayons d'acheter des graines aux bénéficiaires et à des propriétaires d'arbres que l'on appelle des arbres mères, donc des arbres qui sont matures, qui produisent des graines en quantité. Et donc, dans son projet de conservation de ces arbres, Ishpingo décide d'acheter ces graines à un très bon prix pour l'agriculteur et de façon récurrente pour éviter que l'agriculteur ne coupe cet arbre et un revenu permanent sur plusieurs années grâce à la vente des graines. Donc ça, c'est la partie de protection des arbres mères. De même pour le projet fruitier, nous commençons à acheter, puisque nous avons à peu près 15 ans de plantation maintenant derrière nous, nous rachetons des fruits à nos agriculteurs et nous réutilisons ces graines pour augmenter la production de plants fruitiers.
Et également, les graines viennent de nos sorties en forêt avec le partenariat que nous avons mis en place avec les gardes forestiers du ministère de l'Environnement. La deuxième action que nous allons mettre en place, c'est donc l'action propre de reforestation. Donc, l'action de reforestation, ça comprend énormément de ressources humaines. C'est un travail extrêmement physique puisqu'il faut transporter les plants sur site de plantation. Il faut savoir que la province de Napo, nous sommes en Amazonie, mais ce sont encore les piémonts andins, donc c'est un relief encore très escarpé. Donc, l'acheminement des plants se fait en brouette, se fait à cheval ou se fait en panier. Donc, voilà, nous aidons nos agriculteurs à acheminer sur place les plants parce qu'ils ont beaucoup d'occupations et que nous essayons de limiter la charge de travail pour eux. Et aussi, nous les aidons à la plantation pour les conseiller et pour que les arbres soient réellement plantés sur site et pas abandonnés dans un coin. Nous faisons également un suivi de nos populations. Tous les 6 mois, nous allons revoir les parcelles pour nous assurer de l'entretien des parcelles. Et c'est un moment privilégié aussi où nous faisons de la formation directe avec les agriculteurs. Mais ceci vient plutôt dans l'action numéro 3, qui est la formation des populations. Notre projet inclut depuis le début du projet jusqu'à le suivi des arbres les populations locales qui sont les acteurs principaux de la conservation dans notre zone. Pour conseiller nos agriculteurs, nous faisons une visite dans une ferme expérimentale qu'Ispingo a mis en place il y a une dizaine d'années, où ils peuvent voir de visu plusieurs systèmes agroforestiers et choisir quel modèle de reforestation ils vont mettre en place dans leur ferme pour qu'à long terme, eh bien, ils ne changent pas de pratique agraire et décident de couper tous les arbres récemment plantés. Donc, être sûr qu'à long terme, la parcelle replantée va être pour qu'ils aient une façon de voir comment vont évoluer leur système agroforestier. Nous, en formation aussi, nous faisons des MINGA, ce sont des travaux communautaires, donc le projet est participatif. Ça, c'est extrêmement important. Les populations, les bénéficiaires sont investis dès le départ du projet. Donc, nous faisons des MINGA, ce sont des travaux communautaires, tant pour la construction des pépinières, pour leur approvisionnement, pour leur nettoyage, pour tout l'ensemble du travail de pépinière. Et ensuite, nous faisons également des formations dans les écoles, puisque nous devons former les futures générations à ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs parents. Donc voilà, des formations à la fois collectives et aussi individuelles dans les fermes au moment de la plantation, ce que je disais précédemment sur l'action reforestation. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous ai laissé un petit peu plus de temps en me disant que on prendrait du coup un petit peu sur le temps des questions potentielles. Il y en a pour le moment une de Violette Dumont. Connaissez-vous l'association Trésor de Nature et Caroline Nicolo qui travaille aussi sur la protection de la forêt? Sur une réponse très rapide parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Et puis... oui. Caroline, quand elle est arrivée en Équateur, s'est mise en contact avec nous. Mais elle ne travaille pas trop avec les communautés, c'est plus un travail personnel qu'elle fait. C'est de la conservation sur une terre, une propriété privée plutôt qu'elle met en place. Nous, on travaille plutôt avec les communautés indigènes d'ici. Ok, merci beaucoup. Et puis Gérard Vasseur demande l'origine des ressources. C'est vrai que votre budget était assez synthétisé. Est-ce qu'il y a la portion des individus, des entreprises? Nous, on travaille avec des entreprises, on travaille aussi avec beaucoup de petits financeurs qui consomment du bois et qui veulent donc replanter. Donc des entreprises qui fabriquent des jeux. On a 2 entreprises qui fabriquent des jeux. On a un monsieur qui fait, comment ça s'appelle, des diagnostics énergétiques dans les maisons. Une entreprise qui fait des t-shirts en coton biologique au Pérou. Une autre petite entreprise qui crée des sacs vegan au Brésil. Voilà, donc plein de petits financeurs et quelques grosses entreprises. Ok, qu'on voit afficher sur cet écran-là. Parfait. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour ce partage d'informations et pour ce projet que vous menez en Équateur. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, évidemment, qui peuvent venir après, elles peuvent passer par le système de chat. Regardez si vous voulez répondre en direct. Et là, on va revenir. Donc, merci pour votre intervention. Merci. Bonne journée. On va revenir sur le territoire français et on va donner la parole à José Duriez dès que Félix arrive à sortir de scène. Mais je peux vous enlever si vous n'y arrivez pas. Merci beaucoup. Hein. On vous aime trop. Ouais, à bientôt. Hein.
Du coup, je vais demander, comme je vous disais, à José Duriez de bien vouloir monter sur scène. José est la vice-présidente du centre de soins LPA Calais. Donc, retour en France et bienvenue sur scène, José. Et là, on quitte la forêt. Alors, on va aller plutôt vers la faune, les mammifères, les oiseaux. Je vais vous laisser partager votre écran, vous présenter et je vous laisse 8 minutes comme prévu. Merci beaucoup, José, d'être avec nous aujourd'hui. C'est parfait, on voit votre écran. Impeccable. Je démarre le chronomètre. José, c'est à vous. À tout de suite. Bonjour. Je suis José Duriez, enseignante à la retraite et vice-présidente du centre de soins de la faune sauvage de la LPA du Calais. L'association compte 650 adhérents, 2 soigneurs travaillent au centre et la zone géographique de prise en charge couvre la région des Hauts-de-France et le littoral de la baie de Somme jusqu'à la frontière belge. La mission du centre est d'accueillir, de secourir, de soigner, de réinsérer la faune sauvage dans son environnement et de sensibiliser à son importance dans la biodiversité. Le mode opératoire et le protocole sont toujours les mêmes. D'abord, il y a évaluation de la santé de l'animal et identification du problème. Ensuite, ce sont les soins. Nous acceptons toute la faune sauvage, mais souvent, nous soignons de jeunes phoques gris et veaux marins séparés prématurément de leur mère, mais aussi des phoques blessés par des filets de pêche ou parce qu'ils se sont battus, des phoques malades ou encore échoués. Beaucoup de nos pensionnaires sont aussi des oiseaux et rapaces blessés aux ailes, aux pattes, etc. Des oisillons et poussins tombés du nid ou orphelins et des oiseaux souillés par la pollution. Nous prodiguons également des soins à des hérissons malades parce qu'ils sont porteurs de parasites, par exemple, ou à des bébés orphelins ou des hérissons blessés qui ont été heurtés par des véhicules sur la route. Nous avons cette année, par exemple, réinséré un hérisson à 3 pattes qu'il a fallu amputer à cause de sa blessure. Ensuite, c'est le moment de l'adaptation ou de la réadaptation au milieu naturel qui peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Par exemple, pour les mammifères marins, l'objectif étant que l'animal soit autonome. Alors, c'est en volière pour les oiseaux, en parc pour les hérissons, en bassin extérieur pour certains oiseaux marins et les phoques. Avant de passer au bassin extérieur, les phoques, les mammifères marins, sont identifiés par bague et enregistrés sur la base de données du réseau national échouage de La Rochelle pour leur suivi. Enfin, c'est la réinsertion dans l'habitat naturel, le but ultime. Le budget du centre est d'environ 105 000 €, répartis entre les salaires et les charges, l'entretien, la nourriture, les médicaments, etc. Nos ressources proviennent de subventions d'exploitation, de subsides d'associations ou de fondations,
pour l'achat de médicaments vétérinaires et de nourriture pour la faune marine, et de dons via le site internet, la page Facebook, des dons de la part d'adhérents, de particuliers ou encore sur le moteur de recherche solidaire Lilo. Notre problème, c'est que plusieurs centres de soins dans la région ont fermé pour des raisons économiques et que donc toute la faune sauvage qui était soignée ailleurs avant arrive dorénavant dans notre centre qui est maintenant le seul. Par conséquent, nous connaissons une augmentation importante du nombre d'animaux et d'espèces accueillis. Par exemple, si nous comparons 2018 à 2019, nous avons en 2019 accueilli 17,7% de phoques en plus, 85,4% de hérissons en plus, 46,2% d'oiseaux et rapaces en plus. Et si on se base uniquement sur les rapaces, l'augmentation est de 300%. Par conséquent, il nous est de plus en plus difficile de répondre aux besoins des animaux et besoins spécifiques des espèces. Aussi, il nous faut trouver des moyens et nouveaux partenaires financiers pour pouvoir les prendre en charge et optimiser leurs chances de rétablissement et de réintroduction dans leur milieu naturel. Le projet s'intitule « Ensemble pour la faune sauvage ». Nous sommes à la recherche de soutien financier pour notre poste vétérinaire, pour l'achat de nourriture adaptée aux différentes espèces, pour l'achat de fournitures et de matériel de types différents. Les bénéficiaires seront plus de 1300 animaux, parmi lesquels 50 à 60 mammifères marins, plus de 1000 oiseaux et rapaces et environ 200 hérissons. Quelques mots concernant nos succès. Grâce à une meilleure collaboration avec les vétérinaires spécialisés de la région, nos soigneurs animaliers maîtrisent davantage maintenant les techniques de soins spécifiques aux oiseaux et rapaces. Bon nombre d'oiseaux sauvés appartiennent à des espèces protégées, menacées ou vulnérables. Par exemple, nous avons en ce moment au centre un balbuzard pêcheur blessé en cours de rétablissement. Il n'en reste qu'une soixantaine de couples en France continentale. Des réseaux solidaires d'acheminement se sont mis en place. Par exemple, le réseau SOS Faune Sauvage, en lien avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, ce sont des bénévoles qui transportent des oiseaux et rapaces, mais aussi maintenant des hérissons jusqu'à notre centre. Mais le succès le plus emblématique du centre réside dans le sauvetage du Fox Sparrow, dont voici l'évolution sur 3 semaines. Nous le pensions voué à la mort à son arrivée, tant il était mal en point, mais grâce aux efforts et soins intensifs des soigneurs, il s'en est sorti et a pu regagner le large. Nos taux de réinsertion atteignent pour les oiseaux et les hérissons environ 57 à 60%. Quant aux mammifères marins, le taux dépasse généralement les 80% pour atteindre les 90%. Nos principaux besoins financiers s'élèvent au total à 35 500 €.
25 500 € nous sont acquis grâce à 2 associations et à des dons de particuliers. Nous sommes par conséquent à la recherche de 10 000 € répartis sur les différents postes, nourriture, fourniture, matériel médical, matériel professionnel et entretien, produits de nettoyage et désinfection, ou encore du matériel pour les animaux. En ce qui concerne l'agenda du projet, nous avons des animaux toute l'année. Néanmoins, certaines périodes sont plus chargées que d'autres. Pour les phoques gris, la pleine période se situe entre avril et juin, et pour les veaux marins, entre septembre et novembre. Cela correspond à environ 1 mois ou 2 après les naissances, ceci pour les 2 espèces. Pour les hérissons, c'est après l'hibernation, c'est-à-dire d'avril à octobre, avec une période d'intense en été. Notez que certains hérissons hibernent au centre d'ailleurs. Pour les oiseaux, nous en avons toute l'année, mais le pic se situe au printemps et en été. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou notre page Facebook. Merci beaucoup, José. On a un petit peu dépassé le temps, donc on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour les questions, mais c'était très intéressant, bien entendu. Merci pour cette présentation. Et puis, il y a plusieurs questions de Jean-Baptiste Dumont de la Fondation Le Marchand, et pour certaines, vous avez répondu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire ce qui reste, parce que vous avez déjà répondu en partie. Oui. Donc, il y a sur les différentes questions, vous avez déjà répondu sur la réinsertion. Il y avait une question sur est-ce que vous êtes en liaison par rapport aux mammifères marins avec Océanopolis de Brest? Non, pas à ma connaissance. Nous sommes en revanche en relation avec l'association Le Chêne en Normandie, où parfois il nous arrive en période de saturation, il arrive parfois qu'on ait 14 voire 15 phoques ou veaux marins dans les bassins, et donc lorsque nous sommes saturés, il arrive que l'on transfère un phoque, par exemple, vers cette association, ou vice-versa. Mais pas voilà. Parfait. Jean-Baptiste demandait tout à l'heure aussi, faites-vous partie d'un réseau national de centres de soins? Et vous l'avez dit, il me semble que vous avez dit que vous faites partie du réseau national, oui. Nous sommes aussi, bien sûr, en collaboration avec les centres de mammifères pour mammifères marins étrangers, puisque le système d'identification par bague des animaux, en fait, existe dans les différents pays, ce qui fait qu'il nous arrive de soigner des phoques qui ont précédemment été pris en charge dans des centres pour mammifères marins en Hollande, en Belgique, voire en Angleterre ou en Allemagne même. Voilà. Formidable, merci. Merci beaucoup, José. Merci pour tout ce travail et les photos de réinsertion qui répondaient à la question aussi de Jean-Baptiste. Merci 1000 fois. On va quitter si vous pouviez me déconnecter, parce qu'hier, je ne suis pas parvenue. D'accord, je vais essayer de me déconnecter. Il faudrait juste que vous arrêtiez le partage, mais je vais vous déconnecter. Alors, mais merci beaucoup, José. On va partir maintenant. On va quitter ces rivages près de Calais. On va partir vers les montagnes avec Mountain Wilderness. Merci, Rémi, de nous rejoindre. Vous êtes administrateur de Mountain Wilderness France. Et je vous laisse du coup présenter votre projet. Je vous laisse partager votre écran. Mountain Wilderness, association basée à Grenoble. Exactement. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je lance la présentation. Super. Alors, bonjour à tous. Je suis Rémi Monari, administrateur bénévole de l'association Mountain Wilderness France et référent pour sa campagne installation obsolète.
Alors, Mountain Wilderness est une association qui agit depuis plus de 30 ans pour défendre et valoriser la spécificité, la beauté et la richesse des espaces montagnards, donc ces espaces qui sont parmi les derniers espaces sauvages de la planète. Mountain Wilderness est un mouvement international pour la protection de la montagne, lancé en 1987, et sa section française est, elle, une association loi 1901, agréée protection de l'environnement et reconnue d'utilité publique. L'association compte environ 1500 membres répartis dans toute la France, une équipe de 21 administrateurs bénévoles et 4 salariés. Alors, l'association milite pour la préservation des espaces naturels de montagne, pour leur valeur environnementale, mais aussi pour toutes les expériences humaines irremplaçables que ces espaces procurent à ceux qui les fréquentent. Mais l'association Mountain Wilderness vise aussi à contribuer au développement durable de ces territoires de montagne, par exemple en proposant un modèle économique du tourisme plus diversifié ou en défendant des approches plus douces de la montagne. Citons ici rapidement quelques exemples très révélateurs de l'action de l'association. Par exemple, Mountain Wilderness s'oppose aux projets déraisonnables qui seraient destructeurs pour l'environnement, tels que, très typiquement, les projets d'extension démesurée des domaines skiables. Et à l'inverse, l'association se mobilise pour accompagner les changements de pratiques, par exemple en proposant des idées de sortie en transport en commun ou encore en organisant en 2021 les États généraux du tourisme, qui rassembleront tous les acteurs de la montagne, donc privés comme publics, individus et associations, pour réfléchir ensemble au tourisme et à l'économie de demain en montagne. Donc, ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres qui illustrent l'action de l'association. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des campagnes phares de l'association, donc la campagne Installation obsolète, qui est une très bonne synthèse des enjeux pour lesquels l'association milite. Alors, cette campagne Installation obsolète part du constat de la présence de trop nombreux aménagements artificiels abandonnés en fin d'exploitation dans les espaces naturels de montagne. Ces derniers sont d'origine et de nature aussi diverses que toutes les activités qui peuvent se développer en montagne. On retrouve ainsi des installations d'origine touristique, agricole, industrielle, mais aussi militaire. Et ces installations obsolètes sont avant tout un danger pour les visiteurs, pour la faune sauvage, mais aussi pour les troupeaux. Ces installations représentent une menace pour l'écosystème, avec des risques de pollution des sols et des cours d'eau, dans un milieu particulièrement fragile. Ces installations représentent également une forte nuisance paysagère dans des régions où la beauté ressentie du paysage est une ressource à la base de toute une activité économique. Et enfin, ces installations obsolètes sont révélatrices des limites de la vision de l'aménagement des territoires de montagne et du modèle économique, car ces aménagements sont non durables, l'espace naturel est considéré comme jetable et il existe un réel besoin de penser l'après et la fin de vie de ces installations. Alors, la campagne Installation obsolète vise tout d'abord à connaître et à faire connaître cette question au public et aux décideurs. Donc, cela se traduit par la réalisation d'un inventaire de toutes ces installations abandonnées en montagne, par la publication de brochures et de vidéos de sensibilisation, car les installations obsolètes sont souvent oubliées ou alors occultées. Et notre objectif est bien de déclencher une prise de conscience de ce caractère anormal de ces aménagements abandonnés en montagne. Et nous n'oublions pas, bien sûr, de poser la question de ce qui pourrait relever du patrimoine. Dans une suite logique, l'association souhaite démonter et faire démonter ces installations abandonnées. Ainsi, nous organisons plusieurs chantiers bénévoles par an. Et au-delà de l'action ponctuelle sur un site en particulier, ces chantiers ont pour but d'être exemplaires pour montrer que c'est possible de démonter ces installations, pour attirer l'attention médiatique sur la question des installations obsolètes. Et le but est donc bien de provoquer le plus de projets de démontage afin de rendre à la nature son caractère naturel. Et enfin, dans la suite logique, la campagne Installation obsolète, c'est tout un travail de plaidoyer en ayant pour objectif de faire changer les règles administratives concernant les aménagements pour rendre obligatoire leur démontage en fin de vie. Cela se traduit notamment par une présence dans les commissions chargées des sites et des paysages, mais aussi par un apport dans les concertations lors des rédactions des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. Nous avons obtenu un réel succès en 2016 en obtenant que la loi Montagne 2 rende obligatoire le démontage des remontées mécaniques qui seront abandonnées. Alors, quels sont nos projets pour l'année 2021? Donc, en plus de continuer tout ce travail de sensibilisation et de plaidoyer, nous avons prévu d'organiser 5 chantiers dans divers massifs de France, donc Jura, Massif central et Alpes. Et ces chantiers sont très variés par leur nature. Donc, il s'agira par exemple de démanteler une ancienne station de ski, d'anciennes clôtures agricoles ou encore des barbelés militaires datant de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, cette année, en raison de l'actualité, nous avons aussi prévu de manière exceptionnelle d'intervenir en aide au Mercantour suite aux dégâts de la tempête Alex afin d'aider à la remise en état des sentiers de randonnée.
Alors, l'organisation de ces projets sur le terrain représente une grande part de l'activité de la campagne et s'accompagne donc de besoins. Et mon but ici est bien de vous présenter ces besoins et de vous montrer également comment vous pouvez contribuer au succès de cette campagne. Donc, ces besoins sont actuellement avant tout financiers, car en effet, les participants à nos chantiers sont bien sûr bénévoles, mais tout n'est pas gratuit. Nous avons un travail salarié donc pour la préparation administrative et technique, l'obtention des autorisations. L'association souscrit également une assurance pour couvrir les bénévoles lors des chantiers. Nous devons également faire des investissements en équipement et en outillage pour mener à bien ces opérations. Il s'agit aussi d'héberger et de restaurer les bénévoles sur les sites. Et enfin, selon les chantiers, il s'agit aussi de financer la prestation technique de spécialistes, par exemple pour tous les travaux sur corde. Et enfin, sur certains sites d'altitude difficiles d'accès, nous devons recourir à l'évacuation des matériaux par hélicoptère, ce qui engendre également des coûts. Alors, votre soutien financier nous permettra de réaliser des chantiers ambitieux qui attirent l'attention médiatique sur l'association, sur ses partenaires et surtout sur la question et sur l'enjeu des installations obsolètes en montagne. Alors, comment s'organise la campagne tout au long de l'année? Donc, en 4 temps, donc une phase actuelle de préparation des chantiers, de concertation avec nos partenaires comme les parcs nationaux ou les communes. Et nous travaillons ensuite, en début d'année, à l'appel aux bénévoles, à la communication sur les chantiers et à la préparation des besoins logistiques. Et ensuite, les chantiers ont lieu généralement de mai à septembre lorsque la neige n'est plus là. Et bien sûr, tout au long de l'année, la campagne installation obsolète, c'est la réponse aux nombreuses sollicitations techniques et médiatiques sur le démantèlement des installations obsolètes et la poursuite du recensement des installations et bien sûr tout le travail de plaidoyer, de sensibilisation. Alors pour terminer, je vais terminer sur quelques chiffres clés, car aujourd'hui, la campagne installation obsolète fête ses 20 ans. Et depuis 2001, ce sont 60 chantiers qui ont été organisés, ce qui correspond à la participation de plus de 2000 bénévoles ayant œuvré pour le retrait des montagnes de plus de 500 tonnes de matériaux divers. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. Bravo Rémi pour ce respect magnifique du temps, particulièrement bien respecté. Vous avez même fait moins de 8 minutes. Merci beaucoup. Alors, en termes de questions, on a une question de Guillaume Jourdon. On a pu voir un pylône de téléski, mais avez-vous d'autres exemples concrets de pollution? Alors, donc nous avons bien sûr, donc les téléskis, ce sont des installations obsolètes de type touristique, mais nous avons une grande partie de nos installations que nous démontons sont des installations d'origine militaire, donc très typiquement des barbelés installés sur les lignes frontières entre la France et l'Italie, qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aussi, par exemple, des anciens des monts-de-charge abandonnés en montagne, ou encore par exemple, cette année, nous allons intervenir dans le Jura pour démanteler d'anciens grillages sur une surface, sur plus de 7 km, qui c'est un ancien parc à Rennes. Voilà, ce sont différents exemples qui montrent à quel point les installations obsolètes peuvent être variées en montagne. Et en plus, elles n'ont pas qu'un rôle esthétique sur le fait de démanteler un pylône, c'est aussi pour permettre la migration, éviter les accidents d'animaux, du passage d'animaux, etc. Juste pour éventuellement compléter par rapport à la question de Guillaume. On a une question aussi de Gérard Vasseur. Agissez-vous également auprès des responsables de ces installations obsolètes? Alors oui, régulièrement, par exemple, lorsqu'on intervient dans les parcs nationaux ou sur une commune, par exemple une commune qui a un ancien téléski abandonné depuis plus de 30 ans, donc nous travaillons avec eux. Ces derniers financent une partie du démantèlement, mais nous sommes aussi souvent confrontés à des installations obsolètes qui n'ont plus de propriétaires ou alors des propriétaires qui ne souhaitent pas s'engager, comme par exemple les barbelés en montagne. Ou des stations de ski pour lesquelles les propriétaires ont fait faillite et n'auraient donc pas envisagé ce démantèlement qui n'était auparavant pas obligatoire dans la loi. J'espère que ça répond à la question. Merci Rémi. On a en plus Cécile qui travaille, qui est salariée de l'association, qui poste dans le chat les liens pour en savoir plus. S'il y a pas Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'on a un petit peu de retard, on doit partir au Cameroun maintenant. Merci Rémi pour cette présentation de Montagne Modernette. On va donc partir au Cameroun et on va rejoindre Planète Urgence. On a René Nongang qui est délégué national au Cameroun. Lors du test, on a eu quelques petits soucis techniques, donc on espère que René va pouvoir faire cette présentation. Sinon, c'est Valentin, basé à Nantes, je crois, qui prendra le relais. Si René ou Valentin souhaitent
réussi à monter sur scène pour présenter votre projet, le projet de Planète Urgence. Et en attendant que vous puissiez prendre éventuellement la parole, je vous parlais tout à l'heure d'ouvrages édités par nos associations. Je vous conseille aussi celui-là, l'affaire Roundup, à la lumière des Monsanto Papers, écrit par Gilles-Éric Serralini, qui est un scientifique, un professeur, qui travaille notamment pour le CRIGEN, association 1% pour la planète, et grand scientifique mobilisé pour défendre notre santé par rapport à la problématique des OGM et des pesticides. On attend du coup quelques secondes de Planète Urgence. Si Valentin, dans ce cas-là, veut prendre la main, si René n'y arrive pas, je vous invite à monter sur scène. J'essaye de vous donner des liens supplémentaires pour que vous puissiez monter sur scène. Ah voilà, ça marche, ça fonctionne. Merci à tous pour votre patience. Valentin, c'est du coup Valentin qui prend la main. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran et puis mon collègue René nous rejoindra si la technique le lui permet. Ok. On comprend bien que ce n'est pas forcément évident partout dans le monde. On n'a pas tous les mêmes bandes passantes disponibles. Merci beaucoup Valentin, je vous laisse la parole. Merci Isabelle, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la question de la biodiversité. Je suis Valentin Hervouette, je m'occupe de coordonner le programme Environnement et Développement de Planète Urgence, qui est une association de solidarité internationale qui fête ses 20 ans cette année, qui est basée à Paris et qui intervient dans à peu près une quinzaine de pays, y compris dans certains d'entre eux avec des bureaux de délégation nationale, comme c'est le cas de notre délégation au Cameroun, dont René Nungang est le délégué. On va voir si jamais il parvient à nous rejoindre, mais pour le moment, la technique l'en empêche. Donc, je vais essayer de prendre son relais, même si je serai nettement moins bon que lui. On va tout de suite se rendre au Cameroun. C'est de là que René, qui est connecté, vous aurait parlé depuis Yaoundé. C'est un très beau pays d'Afrique centrale qui est parfois appelé l'Afrique en miniature. Car il recèle la plupart des écosystèmes qu'on peut trouver sur ce très grand continent. Il est situé au fin fond du golfe de Guinée, au sein du bassin du Congo, qui est le deuxième plus grand ensemble forestier mondial. Mais malgré ça, c'est un des 10 principaux fronts de déforestation, si on en croit les chiffres de 2019 du World Resources Institute, avec de l'ordre de 57 000 hectares à peu près de forêts primaires qui ont disparu rien que cette année-là. C'est une situation qui menace la biodiversité de ce pays, mais aussi les moyens d'existence de toutes les communautés et tous les groupes de population qui dépendent des ressources naturelles, parfois pour leur subsistance la plus basique. Dans ce contexte, les pouvoirs publics camerounais se sont engagés au niveau national à restaurer à peu près 12 millions d'hectares de forêt d'ici 10 ans, dans le cadre d'une initiative africaine qui s'appelle AFR 100. Alors, avant de vous parler du projet, permettez-moi d'abord de vous présenter de l'or. C'est un or gris qu'on appelle l'anacardier. Son nom officiel, c'est l'anacardium occidental. Il s'agit d'un arbre fruitier qui est adapté aux zones de savane dont fait partie le nord du Cameroun. Cette espèce produit des pommes et des noix de cajou, qui sont notamment exportées en Europe, mais pas seulement. Elles ont été identifiées comme étant une source potentielle de diversification des revenus dans la zone du projet qu'on va vous présenter. Mais de par sa phénologie, l'anacardier produit des fruits en période de soudure, qui sont les périodes en fait, où les communautés rurales peuvent parfois manquer des récoltes précédentes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la pratique culturelle du reboisement et de l'entretien de cet arbre constitue une opportunité très intéressante de techniques d'application, de techniques d'agroforesterie. Alors la région du Nord Cameroun, que vous voyez ici, donc qui se situe juste au sud de l'extrême nord, elle est une zone particulièrement riche en biodiversité et elle contient un certain nombre de parcs naturels, dont celui de la Bénoé, que vous voyez ici sur la carte dans la couleur la plus vert foncé. Les éléments en couleur vert plus clair à côté, ZIC 1 et ZIC 4, ce sont des zones d'intérêt synégétique, qui sont des zones en fait, où l'État et les communautés gèrent de manière concertée les espaces. C'est notamment dans ces deux zones-là que le projet intervient, mais il intervient également au sud du parc. Alors, ces terres protégées
Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle a une des faunes, et flore également, mais notamment la faune les plus emblématiques qu'on peut retrouver au Cameroun et en Afrique en général. Vous en avez quelques exemples qui figurent sur la slide ici. Cette faune et notamment ces grands mammifères vivent dans des écosystèmes de savane soudano-sahélienne qui subissent à la fois des pressions humaines, notamment liées au prélèvement de ressources naturelles dans ce parc et ses alentours, au pastoralisme, etc. Mais des pressions aussi qui sont liées au changement climatique. En fait, le changement climatique dans la zone a d'ores et déjà causé, ces dernières années notamment, des épisodes de sécheresse et d'inondations qui ont été très coûteux en vie humaine, en dégâts matériels, etc. Il dégrade les sols et assèche les cours d'eau, notamment du fait de températures très élevées qui parfois vont au-delà de 40 degrés. Donc vous voyez à droite que sans mesure adéquate, on a 3 gros problèmes. Le changement climatique risque de menacer encore plus la zone, la pauvreté au sein des communautés locales risque d'être aggravée, et la biodiversité risque de subir encore plus de pression. Alors, rapidement, sur cette slide-là, vous avez un petit exercice qu'on a fait avec mon collègue de regarder sur la zone du projet le nombre d'hectares de forêt qu'on a perdu et gagné en une dizaine d'années à peu près. Et vous voyez que les ordres de grandeur sont sans commune mesure, à peu près 1000 hectares de perdus contre de l'ordre de 6 hectares gagnés en 10 ans dans la zone autour du parc de la Bénoë. Alors, la problématique, la voici. C'est que le parc et ses périphéries subissent d'importantes pressions multiformes qui s'exercent notamment aussi sur la biodiversité du parc, mais aussi sur les corridors de migration de la faune sauvage, qui constituent l'interconnexion entre le parc de la Bénoë, mais aussi d'autres parcs de la région nord du Cameroun. Et tout ça, ça menace la biodiversité et ça menace les communautés avec lesquelles on travaille. Alors, dans ce contexte, la solution générale qu'on propose et qu'on vous présente aujourd'hui à travers ce projet intitulé Phare en abrégé, c'est d'utiliser le reboisement d'anacardiers autour du parc, mais aussi pour partie au sein du parc, y compris avec d'autres essences qui sont envisagées pour les 2-3 ans qui viennent, en appliquant des techniques d'agroforesterie pour déclencher 4 grands résultats. Améliorer et diversifier les revenus des villageois, réduire la pression humaine conséquemment sur la biodiversité du parc, mieux gérer les terres et préserver indirectement les corridors de biodiversité qui sont aux alentours, et enfin, contribuer d'une certaine manière à une forme de pacification des tensions communautaires qui peuvent exister en se basant sur des dynamiques collectives et de coopération commune dans le cadre de ce projet. Alors, en final, on peut dire que c'est une solution fondée sur la nature, cette initiative, qui se base sur le développement local et la résilience et qui répond aux ODD principalement 1, 13 et 15. On se base sur un triptyque que je vais vous présenter très rapidement pour être bref. Reboisement, accompagnement, appui à une filière émergente. Reboisement, c'est-à-dire qu'on va travailler avec notre partenaire de mise en œuvre qui est l'association CERAF, une association de jeunes Camerounais et Camerounaises très dynamique qui nous aide à développer un système de suivi des vergers en renforçant les capacités des producteurs et productrices. Vous voyez qu'on a déjà accompagné cette année et qu'on va poursuivre en 2021 l'accompagnement de près de 800 personnes, dont à peu près 25% de femmes qui travaillent dans les pépinières, et une partie d'entre elles étant détentrices de vergers. On reboise en 2020 à peu près 75 000 arbres dans la zone. Ce sera environ 80 000 minimum en 2021 et notre objectif sur 3 ans, c'est de viser 235 000 arbres, essentiellement des anacardiers, dans 8 pépinières, avec aussi donc des essences indigènes qui peuvent être très très intéressantes, notamment pour la pharmacopée locale ou d'autres co-bénéfices. On travaille également avec les producteurs-productrices avec lesquels on coopère et avec le CERAF à protéger les arbres, à les suivre. L'objectif, c'est également d'aider les producteurs et productrices avec lesquels on collabore à se structurer en associations légalisées et fonctionnelles. On a pour objectif d'aider à en constituer 3 d'ici la fin de l'année 2022. Alors, nos besoins financiers, les voici. Ils sont à la fois sur les activités pures et dures, le reboisement, l'accompagnement, l'appui au développement local, mais aussi des activités essentielles comme le suivi et évaluation, assuré par notre collègue René et son collègue Jean-Claude, qui sont basés à Yaoundé, qui se rendent régulièrement sur place. Mais on a besoin aussi de contribuer aux ressources humaines locales, notamment le personnel du CERAF, cette association qui est basée dans le Nord et qui met en œuvre l'essentiel des activités du projet. Et ce faisant, on garde une structure de gestion qui est très réduite avec nos collègues donc, qui les accompagnent à distance et moi-même qui suis depuis la France en appui. On a la chance de pouvoir compter sur environ 30 000 € de la Fondation EDF d'ici pour l'année 2021. Mais on recherche encore à peu près une quarantaine de milliers d'euros pour un budget total d'environ 71 000 €. Raison pour laquelle on se tourne vers vous et on vous remercie d'être là, ne serait-ce que pour nous écouter et pour prendre connaissance de ce projet et vous y intéresser.
On souhaiterait que dans le cadre du 1%, on puisse idéalement bénéficier d'un soutien d'environ 30 000 € pour nous aider à atteindre nos objectifs en 2021. Voilà, vous avez ici un agenda un peu résumé de l'année en cours et de l'année à venir, qui va notamment être marqué par la mise en place de systèmes de pompage solaire pour l'irrigation des pépinières, mais aussi par tout un travail plus poussé de structuration des groupements de producteurs, de conseils techniques, de partage d'expériences, avec là encore un volet de reboisement assez important. Voilà, vous avez ici quelques-uns des grands chiffres que j'ai évoqués, qui résument un peu l'impact actuel et souhaité pour 2021 du projet. Qui a la particularité d'être réplicable et pour lequel on a mis en place un suivi évaluation mi-annuel. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on est à votre disposition, moi-même et René, s'il peut répondre, pour adresser quelques-unes de vos questions, que ce soit là tout de suite ou bien par la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Valentin, merci beaucoup d'être adapté aux petits soucis techniques qui peut bien entendu arriver. Merci infiniment pour cette présentation très claire. Pour le moment, on a une question de Félix Nieto d'Ispingo, une autre association donc, qui a pitché au tout début. Au bout de combien de temps rentrent en production les anacardiers ? Alors, c'est mon collègue René qui pourrait en dire un petit peu plus, mais on est entre le moment de plantation et le moment où ils peuvent commencer à donner leurs premiers fruits, on peut être sur des périodes de 5, 6, 7 ans, qui peuvent être parfois réduites selon les techniques culturales qu'on applique, la fertilisation organique, les techniques de suivi et d'entretien, etc. René pourra éventuellement compléter s'il parvient à nous suivre par écrit. Peut-être qu'il peut compléter les réponses par chat. Merci beaucoup pour ça. Si pour le moment il n'y a pas d'autres questions et puis de toute façon, je pense que voilà, on a largement dépassé le temps. Je suis désolée, j'en suis en partie responsable. Merci de vous être adapté à ce petit décalage. Merci en tout cas Valentin pour cette présentation pour Planète Urgence et à tous pour ces beaux projets de protection de la biodiversité où que ce soit. C'est vraiment fondamental et c'est rassurant de vous savoir pour certains sur le terrain ou en back-office, mais avec chacun un travail fondamental. Merci mille fois. Avant de terminer, puisque Jean-Baptiste pose une question, Jean-Baptiste Dumont, la Fondation Le Marchand, les chasseurs de grandes faunesques se disent protecteurs, interviennent-ils ? Alors, on n'a pas de collaboration directe avec eux. En fait, la chasse qui peut avoir lieu essentiellement dans le parc national de la Bénoë, elle se fait dans le cadre d'un encadrement par l'autorité de gestion du parc qui dépend du ministère de la Faune et des Forêts. C'est réglementé. L'autorité de gestion du parc, en particulier le conservateur et ses équipes, sont aussi des relais essentiels pour nous de mobilisation des communautés pour leur faire prendre conscience de l'importance de diminuer au maximum les prélèvements de ressources naturelles dans le parc. Mais nous, on ne peut pas vraiment grand-chose à notre niveau pour avoir un impact, ne serait-ce qu'en termes de plaidoyer vis-à-vis des chasseurs qui chassent dans le parc, quand bien même c'est réglementé. Moi, si vous me demandez à titre personnel, je préférais qu'il n'y ait pas du tout de chasse dans le parc. Alors, quand je dis réglementé, ça veut dire qu'il n'est pas possible, par exemple, de chasser des lions, des girafes, des hippopotames, mais des plus petites faunes et dans un cadre plus strict. Ensuite, on a la chasse qui se passe dans les zones aux alentours du parc national de la Bénoë, dans ce que j'appelais les zones d'intérêt cynégétique. Donc, cynégétique, ça fait référence à la notion de chasse. Là aussi, c'est particulièrement réglementé, mais ça concerne plutôt les communautés. Le plus souvent, c'est en lien avec des enjeux de subsistance, donc on n'est pas sur de la chasse sportive, je dirais. Pour ce domaine-là, c'est très difficile de faire appliquer la réglementation parce que les autorités locales, et notamment décentralisées du ministère de la Faune et de la Forêt, ont assez peu de moyens financiers, organisationnels, techniques pour faire appliquer cela. Donc, nous, on aborde les choses un petit peu différemment sous un autre angle qui est de créer des opportunités socio-économiques. Parfait. Merci beaucoup, Valentin. Merci pour toutes ces présentations. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à tous, associations comprises. Vous pouvez assister, bien entendu, au prochain Mardi pour la planète, qui est donc mardi 15 décembre, où nous aurons comme sujet la jeunesse qui s'empare des questions climatiques, la naissance et le développement de mouvements par et pour la jeunesse. On aura encore 6 associations extraordinaires, des intervenants, et pour certains d'ailleurs qui sont de la même génération que ceux qui ont pitché aujourd'hui. C'était un angle
un prisme un peu particulier, évidemment, qu'on a choisi pour la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas que les dons sont doublés pour ces 6 associations qui ont pitché. Ils sont doublés depuis ce matin par 1% for the Planet et jusqu'à lundi soir prochain, lundi 14. Et les associations qui pitcheront le 15 auront également les dons doublés par 1% for the Planet, encore pour une semaine. Donc, n'oubliez pas de faire circuler cette information, notamment pour les individus et puis évidemment pour les fondations et entreprises. Continuez à soutenir ces projets. On compte sur vous pour être mobilisés pour la biodiversité, le climat et toutes les causes qui nous sont chères. Merci à tous, merci à l'équipe, merci aux 6 associations et leur plan B aussi d'avoir pris le relais. Et on vous souhaite une bonne continuation et à mardi prochain. Merci, à bientôt.